Bonsoir et merci de nous retrouver dans cette énième livraison de Regard Social. Vous le savez peut-être, des familles entières bradent leur patrimoine pour financer leur santé, surtout celle de leur progéniture. Elles se débarrassent contre leur volonté de leurs avoirs, de leur patrimoine mobilier, immobilier, pour justement s'offrir le minimum de la prise en charge sanitaire. Ce tableau est davantage perceptible chez les patients souffrant des pathologies du cœur et dont la prise en charge est assez onéreuse dans notre contexte social. Le coût du traitement des pathologies cardiaques est jugé très onéreux, largement au-dessus de la classe des familles moyennes, pour la plupart démunies. Et ce soir, nous crevons justement l'abcès sur la prise en charge de ces pathologies cardiaques dans un contexte marqué par la multiplication des initiatives, surtout technologiques, visant à améliorer la prise en charge de ces différentes pathologies. La dernière technologie en date, vous le savez, c'est bien le cardiopathe, cet appareil qui permet la transmission à distance des résultats des examens cardiologiques. Mais malgré l'existence de ces différentes technologies, la pathologie continue de croître d'après les chiffres qui sont aujourd'hui mis en lumière par l'Organisation mondiale de la santé. Pourquoi la prise en charge des maladies du cœur résiste-t-elle autant? Comment bâtir un accès équitable aux soins de santé pour les patients souffrant de ces différentes pathologies? Voilà les questions qui vont retenir notre attention tout au long de cette émission, avec bien sûr un axe aussi important quel peut être aujourd'hui l'apport de ces approches technologiques dans la prise en charge et surtout l'amélioration des conditions de vie de ces différents patients qui souffrent véritablement, et vous aurez l'occasion de le voir à travers le reportage qui vous sera proposé au cœur de cette émission. Et ce soir, comme expert, pour nous édifier sur le sujet inscrit à l'ordre du jour, nous recevrons Arthur Zan, qui est entrepreneur de la santé, il est ingénieur. Nous recevons le docteur Athanase Zoudieu, qui est cardiologue, et bien sûr le docteur Alexis Lombat, qui est radiologue. Voilà le panel des experts avec qui nous vous édifierons sur le sujet inscrit à l'ordre du jour ce soir. Mais déjà, retenez votre souffle derrière des histoires assez pathétiques. A tout de suite. Ce sont des parents d'enfants qui ont perdu le sommeil depuis un moment. Des parents qui ont vu leur quotidien basculer depuis un diagnostic qui a bouleversé leur vie. Ce soir, ils acceptent de s'ouvrir aux questions de regard social et comme d'habitude, nous les recevons avec le même plaisir. Sur le plateau ce soir, avec nous, Madame Pendjourap, Marie Hortense. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va. Vous allez bien? Oui, oui. Ok. Alors vous êtes sur ce plateau ce soir pour partager votre histoire avec nous. Vous êtes la maman de la petite Kendra. Oui. Voilà, Kendra est âgée de 7 ans. Oui. Voilà, de 7 ans. Elle souffre d'une maladie du cœur. Ok. Oui. Ok, on en parlera tout au long de l'émission. Bienvenue. Ok. Et vous, Madame Tagne Edwige, voilà. Vous allez bien? Bien, je ne sais pas trop, mais je suis là. Ah, c'est assez rare. Parce qu'elle pleure tellement que... Il n'y a pas de problème, en tout cas, allez-y. Alors, vous allez bien? Bon, du moins, je fais avec. Bon, je ne peux pas dire que je vais bien depuis que je sais que l'enfant est malade et j'essaie de vivre pour l'enfant. Ok. Alors, vous êtes la maman de la petite Blessing. La petite Blessing qui aura 1 an dans 2 jours. Donc, voilà, samedi. La petite Blessing aura 1 an. Et puisque l'enfant vous perturbe, on va prendre les dispositions pour la permettre de se calmer un tout petit peu avec la complicité de la réalisation. Alors, je reviens à vous, Madame Pendjourap. Madame Pendjourap,
je reviens à vous. Alors, dites-nous, votre fille souffre de quoi exactement? Ma fille souffre d'une malformation du cœur. Elle souffre d'une malformation du cœur. Parce qu'on a dit à l'hôpital que l'autre veine qui rejette le sang, il y a 2 veines. Il y a l'autre qui est un peu gros. Il y a l'autre qui a seulement 4 centimètres. Donc ça ne peut pas permettre que le sang peut bien couler sur l'enfant. C'est pour ça que parfois, quand elle fait un effort, il tombe seulement. Parce que le sang n'a pas permettre de bien rouler. Dans ce diagnostic-là, vous faites le constat lorsque l'enfant a quel âge? Quand l'enfant avait 4 ans. Parce que quand elle grandit, ça grandit aussi. Elle devient plus faible comme avant. Ok. Alors, Edwige, je reviens à vous. Vous êtes mère de 2 enfants. Voilà, donc la petite Blessing qui souffre d'une malformation cardiaque. Alors, vous faites le constat à quel âge? À quel moment? Après de multiples examens, je fais le constat à Combien de 4 temps mois. après la naissance? 4 mois, mais elle a commencé à souffrir à partir de 10 jours de la naissance. Donc, ce qui fait que je sors tous les jours. Elle a commencé par faire comme un enfant qui tombe l'épilepsie. Elle vibrait partout. On a cru que c'était la confusion. On allait dans un centre, un centre pédiatrique. On nous a envoyé à l'hôpital général faire un examen qu'on branchait que les courants sur sa tête. Bon, quand le résultat est sorti, c'était négatif. On a donné les médicaments, ça s'est arrêté, mais elle respire tellement vite et le cœur bat très vite. Ça bat rapidement et elle respire très vite. Lorsque nous avons déménagé à 2 mois, elle avait pratiquement 2 mois. Et là où nous sommes maintenant, le Poséide à Dibamba, il fait vraiment froid là-bas. Et lorsque je sortais avec l'enfant, l'enfant ne supportait pas le froid. Dès que je m'approchais vers la porte, c'est comme ça que l'enfant me suffoquait. C'est comme ça qu'elle faisait à chaque fois et elle ne fait que respirer. Elle pleurait matin, midi, soir. C'est là où nous sommes encore repartis dans un autre hôpital. On a fait la radio, on a dit que ses 2 poumons étaient perforés. On a administré les examens, les médicaments, ça n'a rien donné. On a changé d'hôpital. C'est là où, dès que nous sommes arrivés là-bas, le pédiatre, dès qu'il l'a touché, il a dit que son cœur sifflait. Il nous a envoyés à l'hôpital général faire l'écho-cœur. C'est là où on dit que l'enfant a un problème de cœur, qui a un trou dans son cœur. Que ce n'est que, du moins, il nous a envoyés à gynéco-obstétrique. Gynéco-obstétrique, après avoir vu les résultats, nous a fait comprendre qu'on ne pouvait pas soigner, qu'on va seulement l'opérer, et que ça ne pouvait qu'être à Chisson, à Kumbo. C'est là où nous sommes allés. On a dit confirmer les résultats. Et depuis lors, l'enfant, du moins ils ont donné les médicaments pour un peu calmer. Puisque quand nous on faisait l'écho à l'hôpital général, c'était à 3, le trou était à 3 mm quelque chose. 2 semaines après, à l'hôpital de Chisson, c'était à 4. Ils ont fait comprendre que c'est comme ça que ça devait évoluer, que le plus tôt devait être le mieux pour trouver l'argent pour qu'on l'opère. Donc depuis ce temps, elle est toujours malade. La toux ne la laisse jamais. Elle pleurniche à tout moment. On a même le docteur a dû même donner un lait pour qu'elle ne chute pas parce que son poids ne déborde pas 5 kg. Elle veut toujours chuter. On a dit qu'elle ne va pas grandir, que ce n'est que lorsqu'on l'aura déjà opéré, que tout rentrera en ordre. Et depuis lors, on est là. Lorsque je vais même
en pharmacie lorsqu'elle est malade. Ah, le simple fait que je prononce qu'elle a un problème de cœur, on me renvoie directement. Parce qu'on dit tout qu'on ne peut même pas tâtonner avec elle. Qu'il faut seulement que ce ne soit que le médecin qui lui donne le médicament approprié pour elle. Je suis là, je sais pas. Et comment vous vivez tout ça? Au début, c'était les pleurs, puisque les uns me disaient que c'est l'enfant maudit. Les autres, certains disaient que c'est l'enfant de deux mondes, qu'il faut abandonner l'enfant et qu'on sort les rats. On a dû... Mais j'ai fini par beaucoup prier. Aujourd'hui, je sais que Dieu existe et que rien ne peut nous arriver et que Dieu m'est accepté. Et quand je la regarde, à tout moment, elle est toujours en train de jouer. Je sens qu'elle me donne la force. Je souris pour qu'elle sache que je suis avec elle. Et que je suis là, je vais prier pour qu'on puisse m'aider afin de la guérir. Bien, beaucoup de courage, madame. Ne pleurez pas, ne pleurez plus. Vous êtes sur le plateau de l'espoir. Vous comprenez? En la télévision de l'espoir. Ça va aller. Beaucoup de courage. Merci. Donc, beaucoup de courage. Madame Edwige Kenyetanye est mère d'une fillette qui aura, la petite Blessing, aura 1 an dans un peu plus de 24 heures, donc pour être précis, samedi. Ce sera son tout premier anniversaire. Un bébé qui n'a pas retrouvé le sourire, esquissé le moindre sourire depuis sa naissance du fait d'une pathologie cardiaque qui bouleverse désormais et impose son agenda dans le quotidien de cette famille. Alors, toujours avec nous sur le plateau, une autre mère d'enfant qui a aussi perdu le sommeil. Il s'agit de la maman de la petite Kendra. Alors, vous nous disiez que la petite Kendra souffre d'une pathologie, d'une maladie du cœur, du fait de malformation de quelques veines, d'après le diagnostic qui a été dressé par des spécialistes. Mais quels sont les symptômes? Est-ce qu'elle parvient à mener un train de vie comme tous les autres enfants de son âge? Est-ce qu'elle peut jouer, aller à l'école? Quels sont les symptômes? Elle ne peut pas aller à l'école. Elle parle déjà à 7 ans parce qu'elle n'a pas la force pour aller à l'école comme ses amis. Même la nuit pour dormir. Tu n'arrives même pas à dormir parce que l'enfant, il fait que étouffer sur lui. Il ronfle. Un genre que tu ne peux même pas dormir. Tu te lèves parfois quand je me fatigue la nuit. Je dors maintenant, c'est son père qui vient maintenant récupérer parce qu'il faut que tout le temps, on lui tourne sur le lit parce qu'il n'arrive pas à dormir. Même le matin comme ça, quand ses amis jouent, il n'arrive pas à jouer. Parfois, il veut faire l'effort comme eux. Tu lui trouves seulement au sol qu'il a tombé. Donc quand c'est comme ça dérange trop parce que quand tu vois comment ses amis sortent, elle a l'âge de 7 ans, même sa petite soeur part à l'école. En partant maintenant, elle regarde comment sa petite soeur marche pour aller à l'école. Quand c'est comme ça, la maman voit ça, donc ça lui dérange vraiment trop. Parce qu'il y a tout, parfois, j'étais assis avec lui. On a dit que c'est une malformation du cœur. Et il lui arrive de vous dire, de vous exprimer sa volonté d'aller à l'école, de vous dire qu'elle veut aller à l'école? Oui, tous les mamans, c'est que leur enfant puisse partir à l'école comme les autres. Parce que même quand sa petite soeur part comme ça, elle reste à la maison, ce n'est pas bien pour elle. Parce qu'elle voit comme ça la dérange aussi. Parfois, elle se met à pleurer parce qu'elle voit comment sa petite soeur est en train de partir. Elle reste à la maison. Bientôt, son petit frère aussi va partir. Il va toujours rester comme ça à la maison. Donc, quand je vois comme ça me dérange, ça me décourage. Mais vous arrive de lui parler?
Qu'est-ce que vous lui dites pour la rassurer, pour vous consoler, vous soulager vous-même? Quand c'est comme ça, je dis que Dieu va montrer le chemin. Là où on peut passer pour trouver l'argent, pour la soigner, pour qu'elle trouve le sourire comme les autres enfants. Qu'elle puisse jouer, puisse partir à l'école comme les autres aussi. Qu'elle ne reste plus à la maison. Alors, vous avez parcouru plusieurs hôpitaux à travers le Cameroun. Vous étiez au centre de prise en charge des maladies du cœur à Chisson, dans la région du nord-ouest, non loin de Bamenda. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Quand on est arrivé là-bas, on a d'abord fait des examens. On a dit que l'enfant a malformation du cœur, qu'il y a l'autre vein qui est petit, que le sang ne circule pas beaucoup. Mais on a donné le montant qui nous a dépassé. Parce qu'on a demandé jusqu'à 3,5 millions pour l'enfant. Seulement pour chercher ça. 3,5 millions. 500 000. Parce que son père là, il est seulement. Mais il n'a pas sa part le taxi parce qu'il prend seulement le lancement pour partir jongler un peu. Parce que jongle comme ça, il faut qu'il paye la maison parce qu'on est en location. Il paye la maison, il paye tout. Quand c'est comme ça, ça pèse sur nous. Il faut que les enfants mangent, il faut que les autres parlent à l'école parce qu'on ne peut pas rester à la maison comme elle. Mais il faut qu'on puisse faire quelque chose. Ok. Alors, dans votre cas, Edwige, la petite Blessing a parcouru elle aussi plusieurs formations hospitalières à Douala et à Bamenda, notamment Chisson. Voilà, pour être précis. Que faut-il pour la soigner? À Chisson, on nous a demandé 3,8 millions pour son cœur. Lorsqu'on s'est même étonné, on nous a dit que le cœur n'est pas un organe à tâtonner, que c'est la vie ou la mort. Et que vraiment, même le montant là, c'était un montant qui était, bon, qu'on avait ramené à notre niveau. Que vraiment, l'opération du cœur, même des enfants, c'est tablé à 15 millions. Bon, mais jusqu'à présent, là, même les 3,8 millions là, vraiment, je ne sais pas. Parce que moi-même, j'ai eu le CAPIEM depuis 2011. Mais je ne suis pas encore intégrée. Je n'ai pas encore été contractualisée. Avant même d'accoucher, Blessing, avec son grand frère, j'essayais de faire les vacations dans les écoles. Mais depuis qu'elle est née, toujours maladive, je ne peux même pas. Parce que même si je vais abandonner les enfants d'au-dessus, je n'aurai pas la conscience tranquille. Même le fondateur ne sera jamais content de moi. En tout cas, son papa même, il fait dans la mécanique. Il est mécanicien comme ça. Ce qu'il gagne n'est pas grand-chose. On essaie seulement de vivre le jour. Puisque le grand frère, son grand frère a 6 ans, il va au CP. Donc c'est comme ça que on est aussi là comme ça et chaque jour elle est toujours malade. Toujours malade. Qu'allez-vous faire maintenant? Puisque vous n'avez pas d'argent, il faut soigner très rapidement l'enfant. J'implore les gens de bonne volonté, puisque Equinox m'a tendu la main de venir ici en direct, implorer vraiment les gens de bonne volonté de regarder la petite blessée, d'avoir pitié, de nous aider à ce qu'elle devienne, elle guérisse et grandisse comme les enfants de son âge. Et que je sais qu'on dit toujours que la jeunesse c'est le fer de lance de la nation. Demain, elle sera quelque chose de grand et de bien. Je vous en supplie, je vous implore, ayez pitié de nous. Aidez-nous, nous vous en supplions. Alors, elle aura 1 an de plus dans quelques heures. Comment vous préparez l'anniversaire?
déjà même, elle s'assoit seulement, elle ne rampe pas. Elle essaie, quand tu l'arrêtes, elle fournit quand même trop d'efforts, puisque même le docteur qui de temps en temps la suit, dit toujours que elle est un miracle divin, que les enfants qui en sont mal ne fournissent même pas cet effort qu'elle le fait. Donc, lorsque je la regarde comme ça, je sais que c'est un miracle pour moi. Et avec tout ce qu'elle fait, ne serait-ce le riz, comme on dit, le riz pour les enfants, ça ne peut pas me dépasser. Je ferai tout pour le faire, pour préparer, pour qu'elle sente que je suis avec elle et qu'elle n'en est pas donné. Puisque beaucoup d'enfants, même, peut-être n'atteignent même pas cet âge-là avec son mal. Mais si jusqu'à présent, elle est encore avec moi, je sais que Dieu fera en sorte qu'elle grandisse bien. Ok. Au moins, nous pourrons lui offrir le gâteau d'anniversaire. Merci. Pour la soulager. Donc, c'est une promesse, nous le ferons. Alors, pour votre cas, il faut 3 millions. 3 500 000 francs. Alors, vous ne travaillez pas, votre époux fait de la débrouillardise dans les taxis. Il n'est pas propriétaire de véhicule, il faut le rappeler. Alors, comment vous allez procéder pour avoir cet argent? Comment vous vous organisez? Je suis ici aujourd'hui parce que je sais que tout le monde me regarde. J'ai pris seulement Dieu que si quelqu'un a même quelque chose dans sa poche qui peut m'aider avec ça, pour que mon enfant puisse aller à l'école comme les autres, parce qu'elle puisse faire tous les efforts comme les autres, qu'elle puisse m'aider à la maison, qu'on vienne à l'aide. Ok. Bien, en tout cas, beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Beaucoup de courage à vous aussi, madame. Merci. Et soyez forte dans cette épreuve. Nous espérons qu'avec le concours des téléspectateurs et de Dieu, nous pourrons atteindre cet objectif. Gardez la foi, car, je vous le disais, vous êtes dans la télévision de l'espoir. Donc, ici, l'espoir est permis. Et évidemment, avec l'appui des téléspectateurs. Alors, mesdames et messieurs, nous vous recommandons, si vous avez la volonté, vous exprimez le besoin de contribuer à aider ces enfants, la petite Blessing et la petite Kendra, n'hésitez pas à nous joindre, à joindre nos équipes au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Vous pouvez par ailleurs faire simplement un SMS et nos équipes se chargeront de prendre attache avec vous pour vous expliquer le mécanisme de transfert de votre contribution. Car vous le savez, nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Je vous propose maintenant de franchir un autre palier. Il s'agit du reportage illustratif de cette émission. Nous sommes allés à la rencontre de l'une des familles sur ce plateau. Dans la capitale économique du Cameroun, l'équipe mobile de regard social était sur le terrain. Je vous propose de suivre ce reportage et juste derrière, nous donnons la parole à nos experts. A tout de suite. Sous la canicule de la mi-journée, une maman et sa fille pratiquent la marche de l'espoir perdu. L'adolescente qui ne supporte pas l'exercice après quelques mètres de marche est portée par ses géniteurs.
Rendu à leur domicile de fortune, l'équipe de reportage de Regard Social apprend alors que l'enfant qui occupe toutes les attentions est malade. Hortense, la maman de la petite Kendra, n'hésite pas à raconter la misère qu'elle vit au quotidien avec sa fille malade. Quand je reste avec l'enfant à la maison, elle n'arrive pas à jouer. Quand elle voit ses amis jouer, elle veut jouer aussi. Quand elle fait l'effort un peu, elle tombe. Si pas même jouer quelque part, c'est qu'on va seulement venir m'appeler que je viens récupérer l'enfant pour rentrer à la maison avec elle. Quand elle marche un peu, elle est fatiguée, elle s'accroupit sur ses deux pieds. Il faut que maintenant tu la portes pour soutenir un peu. L'adolescente âgée de 7 ans a oublié le chemin de l'école il y a 4 ans à cause du mal qui la ronge et dont la solution peine à être trouvée. Mais elle ne part pas à l'école parce que sa santé ne permet pas qu'elle parte à l'école. Quand je vois comme ça me dérange trop. Parce que les autres partent à l'école et elle a déjà 7 ans et elle est toujours à la maison. La petite Kendra, lorsqu'elle a réussi à se retrouver dans la cour où jouent d'autres enfants, elle peine à s'épanouir. Elle préfère s'asseoir et admirer les autres s'amuser. Elle souffre d'une pathologie cardiaque, ce qui lui est impossible d'accumuler assez de souffle pour s'amuser comme les adolescents de son âge. Si tu l'habilles comment, tu vas toujours la porter parce qu'elle n'arrive pas à marcher. Elle arrive même là où les enfants jouent. En fait, elle n'arrive pas à fêter aussi. Elle est toujours couchée et je ne sais plus comment faire. Le chef de famille, titulaire du permis de conduire, est classé dans le registre des débrouillards. Son emploi de temps a changé depuis que sa fille Kendra est malade. Depuis le jour qu'on a constaté qu'elle est malade, là, ça ne va du tout pas, puisqu'elle ne fait pas d'effort, elle ne peut pas marcher. On est bloqué à la maison, il faut permanemment quelqu'un à la maison pour rester avec elle. Et même quand on sort ensemble, là, on doit la porter carrément parce qu'elle ne peut même pas marcher sur une longue distance. Elle peut faire quelque part, mais elle va se fatiguer. Il faudra toujours la porter pour pouvoir se déplacer. Kendra était âgée de 3 ans lorsque le médecin chargé de suivre sa sœur cadette découvre qu'elle se porte mal. On ne savait pas. Il a fallu qu'on aille même d'abord vacciner sa petite sœur. Arrivé, c'est l'infirmière qui a constaté que la grande sœur qui est seulement venue accompagner la petite sœur respire mal. Elle a donc occulté l'enfant et elle a constaté qu'elle avait un mauvais battement. Elle a recommandé qu'on aille voir un cardiologue, un spécialiste pour être sûr de ce qui se passe. Nous sommes donc déportés chez le cardiologue dans une clinique. Il a demandé les examens, il a dit que physiquement, il ne voyait rien qui dérangeait l'enfant à part son cœur là qui ne battait pas bien. Il a demandé qu'on fasse un écho-cœur à l'hôpital général. Le diagnostic ne pouvant que se faire par un spécialiste, le manque de moyens financiers les conduit dans une formation hospitalière où le coût des examens à faire est abordable. Vraiment, quand je me suis renseigné pour l'écho-cœur, on parle de 150 000, c'était trop fort. Et nous avons eu dans les conseils, on nous a demandé vraiment d'aller directement à Chisson, à Bamenda, parce qu'il y a un grand centre de cardiologie là-bas. C'est là-bas donc qu'on a fait les examens et on a constaté donc qu'elle a eu une maladie, une malformation congénitale. Voilà. Le docteur a dit qu'elle est née avec. Il y a le cœur qui ne chasse pas bien le sang pour qu'elle puisse avoir de l'énergie pour marcher. Qu'il fallait faire une opération à cœur ouvert pour mettre une prothèse. L'échographie du cœur, principal examen à effectuer, a dévoilé que Kendra est victime d'une pathologie logée dans le cœur, d'où les déboires subis depuis des années par ses parents.
Selon des médecins, la solution est au bout d'un dépôt de la somme de 3 millions de francs CFA, constituant ainsi les frais d'opération. Équation impossible à résoudre pour cette famille qui loue une chambre-salon dans une mini-cité et dans une banlieue du 2e arrondissement de la ville de Douala. Disons que c'était un coup de tonnerre quand on a signalé qu'il fallait l'opérer à 3 millions de francs. Vraiment, on n'avait pas ces moyens-là. Même le cardiologue qui nous a reçu là, le directeur de l'hôpital, a demandé qu'on rentre même rencontrer la famille pour voir s'il y avait des moyens qu'on pouvait réunir même certaines sommes et venir avec. Nous avons fait ça, mais ça n'a pas abouti. Il n'y a pas eu un retour. Donc, on vivait comme ça en cherchant, en priant, en cherchant des moyens pour trouver une solution pour elle. Et je me disais même que peut-être avec les petits tontines qui pouvaient donner même 100 000, 200 000, on pouvait encore rentrer au centre pour leur dire que vraiment voilà tout ce qu'on a. Ils ont appelé, on leur a fait part de ça, ils ont dit que c'était insignifiant. Une opération qui vaut 3 millions de francs, qu'on parle de 200 000 ou de 300 000 francs. Donc c'est pour ça que depuis qu'on a détecté sa maladie, elle avait 3 ans. Elle a 7 ans maintenant. Elle n'est pas allée à l'école. Tout ce qu'on a fait, c'était de l'amener à l'église pour qu'on prie sur elle. Comme c'est Dieu d'abord le premier médecin. Et qu'on lui demande aussi de nous montrer les voies et moyens où on pouvait trouver une solution pour son opération. La famille est coincée. Sans moyens financiers, la petite Kendra fond telle une bougie allumée au fil des ans à cause de la maladie. L'aîné d'une famille de 3 enfants donne du fil à retordre à ses parents dès la nuit tombée. Si vous avez constaté, même quand elle est assise sur place, il faut qu'elle ouvre la bouche pour pouvoir respirer normalement. Elle est toujours étouffée. Et ça, c'est même en journée où elle est à l'aise. Dans la nuit, quand elle doit fermer les yeux et dormir, pour la respiration est carrément ronfle. Parce qu'elle doit utiliser ses narines. Vous savez, quand on dort là, on est en subconscient, la bouche est fermée. Parfois, il faut toujours la retourner, la porter, la mettre dans une bonne position pour qu'elle puisse respirer et pouvoir dormir. Et par semaine, on reste éveillé peut-être 3 ou 4 jours. Parce qu'on est obligé de se réveiller. Sa maman doit être éveillée pour voir comment l'enfant est dormi. Et quand elle se repose un peu, moi aussi je me lève, aussi je vérifie. Parce qu'on doit toujours la mettre dans une bonne position. Si on la laisse, elle se retourne, par exemple, elle peut s'étouffer sur le lit. Il faut toujours qu'on ait un regard sur elle. On se relève donc dans la nuit chaque fois pour pouvoir passer la nuit. C'est très difficile. Et depuis ce calvaire, la famille a remis tout entre les mains de Dieu. L'enfant ne peut rester seul à la maison. Raymond, le chef de famille, ne sort presque plus pour attaquer, malgré les sollicitations de ses collègues. Oui, Mika. Donc, difficile quand même, tu m'as fait dire. On va voir si tu as un peu. Il va voir un peu. Donc, madame, quand on libère nous. Je m'excuse, c'est l'ami avec qui je travaille souvent. Donc, j'étais obligé de lui dire que je ne peux pas sortir parce que je vais lui faire signe pour sortir après. Je ne peux pas travailler en l'état de l'enfant et comme ça. Et quand c'est un peu calme, je trouvais qu'elle peut rester seule avec sa maman, que je sors, donc je m'en vais me lancer à l'attaque. Devrait-on rester indifférent à la maladie qui ronge la petite Kendra et dont le vœu principal est de retourner à l'école? Le cardiopathe, cet appareil inventé par le Camerounais Arthur Zan, est-il la solution au problème des maladies cardiaques pour des personnes démunies? En attendant d'avoir des réponses à ces interrogations, Kendra a besoin de votre soutien pour subir l'opération chirurgicale.
Voilà, c'est un reportage qui porte la signature de M. Samuel Tchoufa, Flavien Valondongo, avec bien sûr le doigté de Danny Warren Z2. Alors tout de suite, nous rentrons dans le vif du sujet, cette deuxième phase essentiellement consacrée au décryptage du sujet qui est inscrit à l'ordre du jour ce soir. Comment mieux structurer la prise en charge des pathologies au Cameroun pour des familles aussi démunies. Cas d'illustration, les cas de pathologie cardiaque. Et ce soir, pour en parler, nous recevons sur le plateau de Regard Social le docteur Athanase Zoudier. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Eric. Et bonsoir au public, bonsoir aux téléspectateurs d'Equinox, bonsoir au panel. Alors, comment vous réagissez à ce récit? Alors, c'est vrai que c'est un récit assez pathétique qui décrit simplement voilà, les difficultés que nos patients ont voilà, à accéder au système de santé déjà lui-même. Il y a un obstacle pour arriver déjà au système de santé lui-même. Et une fois que les patients sont dans le système de santé, il y a des difficultés à l'accès aux soins. Très bien, nous en parlerons tout au long de l'émission. Également avec nous sur le plateau ce soir, le docteur Serge Alexis Lombat. Bonsoir, docteur. Bonsoir Eric, bonsoir aux panélistes et bonsoir à tous vos nombreux téléspectateurs. Alors, vous êtes radiologue et quelle est votre réaction à la suite de ces différents témoignages? Alors, je pense qu'on m'a dit mon éminent confrère tout à l'heure, le diagnostic est posé. La famille est dans un état très embêtant. On le sent très bien par les pleurs sur le plateau. Après, maintenant, il faut la prise en charge et on voit bien qu'il ne suffit pas seulement de poser le diagnostic, après, il faut traiter. Donc, nous sommes là pour en débattre et on espère qu'on pourra convaincre les uns et les autres de pouvoir participer, n'est-ce pas, à remettre de la joie, n'est-ce pas, dans cette famille. Très bien. Alors, Arthur Zan, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau de Regard Social. Merci pour votre invitation. Je dis bonsoir à tous les panélistes et à vos téléspectateurs. Très bien. Vous êtes ingénieur et entrepreneur de la santé. Vous êtes l'inventeur d'une technologie susceptible d'améliorer la prise en charge des pathologies cardiaques au Cameroun, le cardiopathe. Exactement. Alors, juste une question. Le cardiopathe peut-il sauver la vie à ces enfants? En partie, oui. En réalité, le cardiopathe, c'est un outil de diagnostic qui va donc permettre déjà de détecter une pathologie et grâce au diagnostic qui sera effectué par le médecin, on peut donc déjà prescrire un des premiers soins pour les patients. Donc, il est vrai que le traitement est très important, mais il faut également faire l'examen afin qu'on détecte déjà la pathologie. Donc, c'est très important de se faire soigner, de se faire détecter également, et c'est dans cette optique-là que le cardiopathe va intervenir. Donc, nous avons conçu cet appareil, en effet, pour faciliter l'accès aux soins cardiaques pour les patients, parce que plus vite on détecte la maladie, plus vite on peut la traiter. Donc, c'est pour ça que cette technologie a effectivement le potentiel d'améliorer la prise en charge des patients. Mais est-ce que le Camerounais moyen de la classe des familles que nous avons écoutées ce soir peut avoir accès, peut en bénéficier? Bien sûr, en réalité, le cardiopathe, c'est une technologie qui a été développée surtout pour les hôpitaux qui n'ont pas les mêmes budgets que les très grands hôpitaux de référence, c'est-à-dire les hôpitaux de district, les centres médicaux d'arrondissement dans lesquels déjà, nous avons déployé certains cardiopathes. Donc en réalité, l'outil est destiné, puisqu'il permet de faire un ECG complet, un électrocardiogramme 12 pistes, qui est donc un examen qui est complexe quand même, parce qu'il faut une certaine expertise pour placer les électrodes sur les patients. Donc lorsqu'on fournit la technologie à un hôpital de district ou un centre de santé, on va également former les infirmiers et là les patients pourront aller dans cet hôpital pour faire les examens. Et maintenant, au-dessus du cardiopathe, nous avons développé un ensemble de services et de programmes permettant de faciliter l'accession à ces examens en partenariat avec les hôpitaux, le ministère de la Santé publique et les cardiologues. Très bien. Nous allons questionner tout au long de cette émission la valeur de ces différentes initiatives et surtout l'apport de cette technologie médicale dans le processus de solution des différents cas
des différents cas de pathologie cardiaque que nous enregistrons. Alors, je voudrais, puisque nous sommes entourés de médecins sur le plateau ce soir, emprunter à votre vocable la question du diagnostic, qui est une démarche tout à fait élémentaire lorsqu'on a en face de soi des médecins. Alors, de quoi souffrent ces patients que vous avez écoutés, docteur Zoudier? Souffrent-ils ou souffrent-elles, ces enfants, ces fillettes, des pathologies auxquelles vous êtes habitués? Oui, alors merci Eric. Donc ces deux cas-là ne sont pas des cas similaires, mais on peut mettre tous les deux cas dans le cadre de ce qu'on appelle les cardiopathies congénitales. C'est-à-dire ce sont des maladies du cœur dont le sujet naît avec. Donc ces enfants-là sont nés avec ces malformations-là qui sont ni plus ni moins des petites erreurs de la nature. À l'origine, on n'est pas toujours formé de façon parfaite. Donc ce sont des cardiopathies congénitales. Et ce qui est décrit là témoigne non simplement des difficultés du diagnostic, parce que vous voyez que ce soit Blessing ou que ce soit Kendra, le diagnostic est posé quand même assez tardivement. Les malades ont eu des symptômes et ces symptômes-là n'ont pas été reconnus d'emblée par le personnel de santé qui les a rencontrés. Et ensuite, maintenant, une fois que les symptômes sont reconnus, il faut faire des examens. Et ces examens-là n'ont pas été disponibles tout de suite dans l'environnement de santé où ils ont consulté. Et donc, il faut faire un peu plus pour faire des examens appropriés. Et une fois que les examens appropriés sont faits, on pose le diagnostic. Et après, il faut soigner. Et on voit que même pour soigner, eh bien, le plateau technique n'est pas disponible sur Douala. Il va falloir chercher un plateau technique dans la zone du nord-ouest. Voilà. Et après, il y a la limite qui est bien évidemment le coût. Parce que le coût, même si le coût de Chisson est un coût très très abordable pour ce qu'on peut imaginer en termes d'une intervention chirurgicale à cœur ouvert, et bien malgré ça, ça reste quand même pas accessible à bon nombre de Camerounais. Mais vous parlez du retard accusé dans le diagnostic, mais concrètement, à quel moment doit-on poser le diagnostic chez des sujets aussi tout petits? Alors, dans le retard du diagnostic est caractéristique de toutes les maladies cardiovasculaires chez nous. Ça, déjà, il faut le dire. Maintenant, dans le cadre des cardiopathies congénitales, normalement, systématiquement, tous les enfants doivent être examinés à la naissance au minimum par un médecin et mieux par un pédiatre. Et vous voyez qu'il y a quand même un certain nombre d'enfants qui ne sont même pas examinés à la naissance. Et donc, par exemple, le souffle, c'est un petit bruit, une petite musique qu'on entend au niveau du cœur. Cette petite musique-là qui aurait attiré l'attention du personnel et qui aurait forcément déclenché une batterie d'examens pour faire le diagnostic de la maladie. Ça n'a pas été identifié précocement. Et puis finalement, les malades commencent à avoir des symptômes avant qu'on se rende compte. Mais en fait, il aurait été plus intéressant de faire le diagnostic en amont, c'est-à-dire avant les symptômes, parce que de façon générale, en pathologie cardiovasculaire, plus tard le diagnostic est posé, plus le traitement va coûter cher et moins on va en tirer un bénéfice. Mais là, vous êtes rythmologue, il faut le rappeler, c'est une spécialité de la cardiologie qui prend spécifiquement en charge des pathologies liées au rythme. Tout à fait. Au rythme du cœur. Alors, tout à l'heure, la maman de la petite Blessing a évoqué des symptômes qui me semblent proches de votre spécialité. Est-ce un cas de pathologie qui rentre dans votre registre? Que faut-il comprendre par ces rythmes réguliers de battement de cœur? Alors effectivement, elle signale des moments où le cœur bat très vite. La rythmologie, c'est une spécialité de la cardiologie qui s'occupe effectivement des anomalies dans lesquelles parfois le cœur peut battre très vite ou parfois le cœur peut battre très lentement. Et ce sont des anomalies qui peuvent compliquer toutes les maladies du cœur. Et donc, si jamais dans son cas, nous ne sommes pas sûrs, mais si jamais dans son cas, il y avait une anomalie du rythme du cœur, ça voudrait dire qu'il y a déjà une complication de la maladie de base au départ, qui est une cardiopathie congénitale toute simple. Mais si elle dure, eh bien, on peut avoir une altération du circuit électrique du cœur, on peut avoir des dommages sur les circuits électriques du cœur, et ces dommages sur les circuits électriques du cœur
vont conduire à des anomalies du rythme. Ça ne veut pas forcément dire que c'est à moi de prendre en charge à ce niveau, mais ça veut dire qu'il faut corriger la maladie de base et éventuellement, en fonction de ce qu'il y a comme anomalie du rythme à ce moment, on verra si en plus de ça, il faut des traitements spécifiques, que ce soit les médicaments ou parfois le traitement instrumental que nous faisons également. Très bien. Alors, docteur Lombat, le docteur Zoudier parle du retard accusé dans le diagnostic. Alors, où se trouve la faille, la défaillance? Est-ce que la défaillance n'aurait pas ou ne se situe pas en amont, c'est-à-dire durant la phase de grossesse, la maman aurait pu être, je veux dire le bébé aurait pu être diagnostiqué et puis voilà, on aurait pu prendre des mesures assez concrètes en amont pour soigner la pathologie. Je voulais juste ajouter, pour dire ajouter à ce qu'il a dit, qu'une échographie pré-anténatale, ça sert aussi à ça. Ça sert aussi à détecter les pathologies cardiovasculaires chez l'enfant. Donc on peut bien voir si l'enfant a les 4 cavités, est-ce qu'il y a une communication entre les oreillettes. Ça, ce sont des diagnostics qui peuvent se poser en anténatal. Ça permet, n'est-ce pas, déjà à la naissance de l'enfant de savoir et qui a ces pathologies. Donc, ce que je voulais compléter par rapport à ça, effectivement, c'est ça qu'on appelle l'échomorphologie, qui permet aux radiologues ou aux gynécologues d'ailleurs de détecter de façon précoce ce type de pathologie. Alors pourquoi on ne le fait pas? Oh non, pourquoi on ne le fait pas? C'est tellement il a fait une échographie, mais on ne s'attarde pas souvent à ça. C'est quand même des pathologies assez rares. J'avoue que moi-même parfois je passe rapidement. Avons-nous les moyens pour? Mais bien sûr, c'est pas. Si vous arrivez à faire une échographie anténatale, une échographie à une femme gestante, ça veut dire que vous devez avoir la capacité de détecter ce type de pathologie. Surtout que la plupart de nos appareils aujourd'hui sont des appareils quand même assez avancés avec le Doppler qui permet de voir quand même le trajet de la circulation du sang et tout ça. Donc les appareils sont assez équipés pour pouvoir répondre à ce type de demande. Ok. Alors Arthur, vous êtes inventeur d'une technologie médicale qui permet justement de soulager les patients dans leur douleur. Quel peut être l'apport de votre appareil pour ces enfants? Déjà, comme on a parlé tout à l'heure du diagnostic, qui est très important, également du moment où on détecte les maladies du cœur. Donc les technologies médicales servent à ça, c'est-à-dire à effectuer les examens cardiaques. Mais maintenant, au-delà des technologies médicales, il faut des moyens de déploiement. Par exemple, il faut que des appareils d'ECG et d'échographie soient implantés dans des centres de santé, dans des centres médicaux d'arrondissement, dans des hôpitaux de district, parce que le problème qui se pose parfois, c'est que beaucoup d'hôpitaux n'ont pas les moyens d'acquérir les appareils d'ECG, les appareils d'écho-cœur. Et alors, si la maman habite peut-être dans un village ou même dans un quartier où le centre de santé où travaille le médecin qui la suit n'a pas d'appareil, ou alors qu'elle n'a pas assez de moyens pour faire régulièrement ces examens, parce qu'il faut dire que ces examens sont coûteux, que ce soit à Yaoundé ou à Douala, les examens sont encore à un niveau assez élevé. Tout à l'heure, par exemple, à Yaoundé, l'écho-cœur, c'est à 30 000 francs CFA. À Douala, ça peut aller plus loin parce que tout à l'heure, j'ai discuté avec un cardiologue et déjà, on se plaignait des coûts des examens à Yaoundé, mais on a remarqué qu'à Douala, le barème est même encore un peu plus élevé. Donc, vous voyez que pour des familles démunies, pour des familles vraiment à faible revenu, comme la famille de la petite qui a donc un trou dans le cœur, pour la famille de cette petite qui n'a pas les moyens, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est de cette manière qu'il faut réfléchir. Donc nous, ce que nous proposons, c'est déjà une technologie qu'on peut implanter dans ces hôpitaux. C'est-à-dire, après l'invention du Cardoprad, on a également créé une entreprise de fabrication d'appareils médicaux qui a une unité d'assemblage au Cameroun. Et nous sommes prêts à assister l'État pour implanter des appareils dans chaque centre médical d'arrondissement, chaque hôpital de district. Ça serait déjà un début. La deuxième chose, c'est maintenant réfléchir à un système qui permettrait aux hôpitaux d'acquérir les appareils à bas coût, donc de pratiquer des coûts d'examen très très inférieurs, afin que les familles puissent les faire régulièrement. Parce que comme l'a dit le docteur, en réalité, on peut faire un premier examen d'échographie, on ne détecte rien.
mais on fait le deuxième et on se rend compte qu'il y a quelque chose. Donc faire l'examen, c'est une chose, mais il faut faire régulièrement les examens. Or, quand on parle de faire régulièrement, ça veut dire que la famille va payer régulièrement et c'est là que le premier problème se pose. Donc, la facilité d'acquisition des appareils médicaux va permettre également la chute du coût des examens. Et c'est à ce niveau-là qu'une technologie comme le cardiopad peut vraiment aider à détecter facilement. Et à ce sujet, justement, l'hypermédiatisation de cette technologie médicale, docteur Zoudier, a donné comme l'impression au sein de l'opinion publique nationale et même internationale de la venue du sauveur pour les patients souffrant de pathologies cardiaques. Est-ce le cas? Je dirais que le cardiopathe a tout à fait sa place. Alors, hyper médiatisé ou pas, le problème du diagnostic, c'est un problème extrêmement important en médecine et particulièrement en pathologie cardiovasculaire parce que plus tôt on pose le diagnostic, mieux ça vaut. Et le problème du diagnostic, il y a divers obstacles pour poser le diagnostic tôt. On va commencer par le malade lui-même. Le malade lui-même, déjà, c'est nos habitudes. Ce n'est pas que dès qu'on a un petit symptôme, on va consulter. Ce n'est pas qu'on va faire un check-up. Et donc, ça fait que les gens viennent généralement assez tard. Donc, ça, c'est déjà un premier niveau pour lequel il y a un obstacle au diagnostic opportun. Le deuxième élément qui fait que le diagnostic soit tardif, c'est tout simplement le personnel de santé lui-même. Le personnel de santé est en nombre largement insuffisant. Par exemple, les médecins, ils sont très très peu nombreux. Les cardiologues, encore, on a 70 cardiologues à peu près. Vous savez qu'on est à peu près 22 ou 23 millions d'habitants aujourd'hui. Et donc 70 cardiologues, ce n'est pas beaucoup. Donc le cardiopathe, déjà, est un outil qui permet de rattraper un peu ce gap-là. Parce qu'on peut faire un électrocardiogramme, je peux dire n'importe quoi, on peut faire un électrocardiogramme au fin fond d'une région du Cameroun où il n'y a pas de cardiologue. Et cet électro, dès qu'il est transféré au cardiologue, en temps réel, il regarde et il peut rapidement dire si c'est compatible avec une urgence ou pas. Alors, on peut le faire aussi sans cardiopathe, c'est vrai, mais ça ne va pas donner la même définition. Je ne suis pas sûr qu'on... Enfin, Arthur, il peut mieux commenter, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse obtenir la même définition, d'une part. Et d'autre part, il y a d'autres éléments qui peuvent être transmis avec le software du cardiopathe. Je suis sûr qu'on ne pourrait pas transmettre avec les autres. Donc, au moins, ça permet de combler un petit peu ce gap-là. Et puis, le dernier élément qui fait le diagnostic tardif, c'est la disponibilité des équipements. Les échographes ne sont pas partout. Et quand les échographes existent même, ce n'est pas la même qualité partout. Donc tout ça, ça fait vraiment des gros obstacles au diagnostic. La place du cardiopathe, c'est effectivement de pouvoir permettre à un médecin qui est reculé de pouvoir rapidement avoir un lien avec l'expert qui peut donner un diagnostic en temps réel et raccourcir un petit peu ce gap-là. Mais même dans les zones urbaines, comme Douala, ça a sa place parce que si vous avez un cardiopathe aux urgences et que le docteur X qui est cardiologue n'est pas sur place, quelqu'un arrive aux urgences avec une douleur thoracique, une fois que l'électrocardiogramme est fait, il est transmis au cardiologue et rapidement il peut pouvoir dire si on est devant une situation qui mérite une intervention urgente ou pas. Mais seulement, docteur Lombat, il se pose un problème d'appropriation de cette technologie. Oui, ça c'est... Il faut féliciter le chercheur. Le chercheur, il fait son boulot, il est un passionné qui découvre quelque chose et qui met à la disposition de l'État, pas seulement de l'État, mais de la population. Je vous rappelle que l'examen de base en cardiologie, c'est l'ECG. Donc c'est un élément essentiel. Franchement, il n'y a pas de débat dessus. Maintenant, il m'a dit tout à l'heure en offre qu'il était en train de généraliser. Parce que c'était là, moi je l'attendais. Parce que il suffit pas de... Il faut créer, dès que c'est créé après, il faut que l'État accompagne. Ça c'est essentiel. Personne n'aura jamais les moyens de mettre, de généraliser cet outil qui me semble essentiel. Écoutez, moi je suis à Douala, mais on peut faire un examen de radiographie à Garoua, on m'envoie les images, j'interprète. C'est l'équivalent. Il faut qu'on arrive à ça parce que vous n'aurez jamais autant de radiologues dans toutes les villes du Cameroun
Donc, autant Internet est une chance pour le Cameroun et l'Afrique, autant cet outil doit être véritablement... L'État doit s'approprier, voilà, c'est ce que je voulais dire, pour que ceux qui viennent de Yabassi ou de Guémédouga, qui n'ont pas forcément des cardiologues, parce que l'ECG n'est pas fait par un médecin, il peut être fait par un infirmier ou un aide-soignant qui est formé. Donc c'est un élément essentiel dans le diagnostic aujourd'hui. Donc voilà, moi je pense qu'il n'y a pas de débat dessus, c'est hyper important. Alors, il faut le noter, la technologie ou l'invention s'opère en 2011, en 2015, vous poursuivez le développement. En 2017, juste 3 villes. Sont, je vais dire, expérimentent la technologie. Yaoundé, Bankomo et Abom. Voilà, et Abom. Alors, pourquoi la vulgarisation peine-t-elle? Bon, déjà, il faut savoir que l'environnement médical est très réglementé. Ça veut dire qu'une fois que vous fabriquez un appareil, il faut qu'il passe un ensemble de tests et de certifications. Donc, nous n'avons pas voulu nous soustraire à tous ces examens. Donc, on a passé tous les tests, c'est-à-dire des certifications et d'homologation. Et c'est donc en octobre 2016 que nous avons obtenu une homologation médicale, c'est-à-dire que l'appareil a été reconnu en tant qu'appareil médical de cardiologie par l'État du Cameroun, mais avec l'association de la Société camerounaise de cardiologie et plusieurs experts internationaux. Donc il fallait traverser un ensemble d'étapes. Et ensuite, maintenant, il y a l'étape de déploiement qui est très très compliquée parce que lorsqu'on parle de projet de santé publique, c'est une chose d'avoir les équipements et c'est une autre chose de les déployer. Ça passe par un ensemble d'autorisations, il faut former les infirmiers. Donc nous avons commencé la formation des infirmiers au Cameroun, on va dire en janvier 2017, juste parce qu'on a obtenu l'homologation en 2016, en octobre, les premières commandes au Cameroun, en décembre 2016. Et donc en janvier 2017, on a commencé la formation des infirmiers. Et actuellement, on a formé déjà près de 30 infirmiers dans Yaoundé, dans la banlieue de Yaoundé. Donc, où on a donc déployé des cardiopathes. L'objectif, effectivement, c'est de s'étendre dans toutes les villes. Mais comme je l'ai dit, cela passe par la formation des infirmiers, souvent par la signature de conventions avec le ministère, avec les autorités dirigeantes des différents hôpitaux où on veut s'implanter. Donc, et ça demande parfois également les moyens. C'est-à-dire qu'il faut parfois soit donner l'appareil gratuitement à un hôpital qui n'a pas les moyens, donc trouver un partenaire qui peut permettre à cet hôpital d'acquérir l'appareil, d'acquérir les consommables, etc. Donc c'est déjà un projet de santé publique aujourd'hui, le cardiopathe. Ce n'est plus un problème technique. Et donc, comme je le redis, la santé publique, c'est plusieurs acteurs qui doivent converger, les autorités, les logisticiens, c'est-à-dire les gens qui apportent les appareils, les médecins, et ensuite maintenant les partenaires financiers. Et c'est donc tout ça que nous sommes en train de mettre ensemble. Nous avons réussi vraiment un démarrage très impressionnant dans la ville de Yaoundé. Nous avons déjà effectué depuis le début d'année près de 1200 examens. Déjà, nous avons démarré une campagne d'épitage des maladies cardiovasculaires à Yaoundé. Et en 2 jours, on a fait près de 300 patients qui ont fait des examens. ECG, tension, glycémie, etc. Donc, mais le problème demeure. Les Camerounais démunis n'ont pas accès à cette technologie. C'est ça le problème. Vous avez écouté des cas sur ce plateau qui peinent à assurer le suivi médical prescrit par les médecins. Pour cela, on a essayé de prolonger le projet Cardiopathe avec un nouveau projet qu'on a donc appelé le projet Africa Cardiac Care. C'est un projet qui permet aux patients à faible revenu de bénéficier d'un ensemble de 4 types d'examens de manière illimitée. On a l'électrocardiogramme, la prise de la tension artérielle, la glycémie et l'oxymétrie. Donc on compte intégrer beaucoup d'autres examens prochainement. Le patient débourse une somme de 2400 par mois, c'est-à-dire environ 28 500 francs par an. Il a donc tous ces examens de manière illimitée. Et en réalité, ce qu'on demande aux patients, c'est surtout en réalité de payer les consommables qu'on va utiliser, c'est-à-dire le coton, l'alcool, les bandelettes. Mais le programme est presque gratuit donc pour ces patients démunis-là. Et l'objectif, c'est donc d'étendre ce programme dans toutes les formations sanitaires de 5e niveau, c'est-à-dire les hôpitaux de district et les centres médicaux d'arrondissement pour que les patients les plus démunis aient donc alors accès à cela et bénéficier d'un suivi cardiaque de manière régulière à bas coût. Alors, docteur Zoudier, une question
relative au financement de la santé au Cameroun. Nous avons tout à l'heure, en échangeant avec les différents panélistes qui vous ont précédé sur ce plateau, appris qu'il faut mobiliser en moyenne 8 millions, autour de 7-8 millions de francs CFA pour la prise en charge de 2 cas. Pourquoi la prise en charge des pathologies cardiaques coûte aussi cher? Alors que des inventeurs comme Arthur Zang vantent des projets, etc. Pourquoi? Alors déjà, moi je suis d'accord avec mon collègue pour féliciter absolument le chercheur. Il ne faut pas imaginer que ça va être un coup de baguette magique pour régler les problèmes des maladies cardiovasculaires. Mais sa contribution est bien nette sur le plan diagnostique. Maintenant, pour revenir à votre question, pourquoi les maladies cardiaques coûtent cher? Je ne dirais pas vraiment qu'elles coûtent cher. Je dirais que, je dirais que les coûts qui sont annoncés là sont largement en deçà des coûts réels. Vous voyez d'ailleurs que Chisson, c'est un hôpital catholique avec une pratique qui est celle qu'on sait. Et si vous deviez faire la même intervention en Europe, eh bien, pour une seule intervention, on serait à peu près entre 8 et 10 millions de francs CFA. L'hôpital général à côté organise des missions de chirurgie cardiaque 2 fois par an pour essayer de régler à peu près le même problème. Lesquelles missions sont supportées par le ministère de la Santé. Mais vous voyez que malgré tout ça, on est quand même à 2,5 millions pour la plupart des maladies cardiaques. Pourquoi ça coûte cher? Premièrement, le diagnostic est tardif. Le diagnostic est généralement fait au stade des complications. Deuxièmement, la technologie a un coût. La prothèse qui doit être remplacée, voilà, ça a un coût que vous ne pouvez pas contourner. Parce que l'industrie fabrique, il y a un coût d'amortissement, il y a un coût lié à la recherche et tout et tout. Je dirais que le coût même qui est finalement lié à l'expertise technique n'est pas grand-chose. Et à l'hospitalisation, ce n'est pas grand-chose. J'ai pris l'exemple de l'hôpital général où lors des missions de chirurgie cardiaque, on ne demande pratiquement rien pour l'hospitalisation et rien pour l'expertise technique. Et bien on finit quand même avec 2,5 millions. Ça veut dire que quelque part, la technologie a un coût qu'on ne peut pas contourner. Et véritablement, il faut anticiper en amont. Il faut qu'il y ait des stratégies qui permettent d'économiser des sous et que ces sous-là permettent de soigner ce petit nombre-là qui se retrouve avec des pathologies nécessitant une intervention lourde. Alors, à l'observation, le plateau technique du Cameroun, Dr Lombat, est-il prêt à solutionner tous ces problèmes? Dans un pays où on est en train de lutter contre la dévaluation, je ne sais pas si c'est des questions à l'ordre du jour. Non, on peut être plus sérieux. Le plateau technique, c'est un problème étatique. C'est pas un problème de... c'est pas une blague. C'est l'État qui décide d'avoir un programme bien défini et respecté, bien implémenté. C'est pas des... Même les privés, vous voyez, les privés, on dit parfois les privés sont bien équipés, mais c'est l'État qui a la force de créer. Et donc, pour l'instant, on attend, vous connaissez le projet, on attend le bateau, le fameux bateau qui arrive. Bon, le bateau de l'espoir, on attend ça. Et il n'y a pas d'autre projet. Vous savez, l'hôpital général devrait être capable de faire toutes ces choses. Ça a été créé pour ça. Et on ne comprend toujours pas pourquoi on n'arrive pas à réaliser ces choses. Mais pourquoi? Pour mettre une prothèse, ce n'est pas exceptionnel. C'est pas exceptionnel. Je suis radiologue, mais je peux vous dire que ce n'est pas exceptionnel de mettre ça. Donc c'est la volonté politique de le faire. Vous pensez que Chisson a les moyens plus que l'État du Cameroun? Les gens ne veulent pas faire. C'est tout. Il s'agit d'un cathéter à l'aide d'une caméra. Vous mettez un cathéter, vous montez au niveau du cœur et vous mettez la prothèse. Hein. Ça ne demande pas... Ils ont commencé à faire ça au Tchad. Hein. Le Tchad. Donc, je ne pense pas que le Tchad soit à un niveau de développement scientifique supérieur à celui du Cameroun. C'est une volonté. Les gens ne veulent pas faire, ils ne font pas. Ils choisissent de se pavaner. Et voilà. Les Camerounais vont quitter Douala. Moi, j'ai diagnostiqué une dissection aortique
je ne sais pas si le docteur dit ce sujet, j'ai diagnostiqué une dissection aortique chez moi, que j'ai envoyé à l'hôpital général parce que pour nous, c'est la référence, et bien le malade se retrouve à Chisson. L'hôpital général de référence envoie les malades à Chisson. Et quand vous me demandez du plateau technique, qu'est-ce que vous voulez que je vous explique? Je parle des faits. Ok. Alors, Arthur, pour vous, l'entrepreneur médical, pour vous, quel est le regard que vous portez sur le plateau technique aujourd'hui au Cameroun? Bon, déjà, c'est à peu près le même que les deux médecins que nous avons sur le plateau, c'est-à-dire le docteur Zoudieu et le docteur Lombat. Le plateau technique est vraiment, il est démuni, il est pauvre, il faut dire cela. C'est vrai que nous nous concentrons souvent sur les grands hôpitaux, c'est-à-dire qu'on va acheter peut-être un appareil d'échographie pour l'hôpital général, des grands lasers, des scanners pour les grands hôpitaux, mais il y a également des appareils qui peuvent aider à déceler rapidement, comme on l'a dit, déceler déjà rapidement les pathologies cardiaques, comme l'échographie cardiaque, comme l'ECG, qu'on peut déjà placer dans les petits centres, dans les maternités même, je veux dire, au cas où on détecte un problème, on peut faire un diagnostic rapide pour les enfants. Et donc, je crois qu'il faut agir au niveau de la détection, c'est-à-dire au niveau du diagnostic, le faire plus rapidement, comme l'a dit le docteur Zoudier, parce que plus on perd le temps, plus ça va demander une opération lourde et le coût sera plus élevé. Donc il faut vite détecter. Pour ça, il faut que les gens fassent les examens cardiaques, il faut qu'on examine les enfants. Et également, je crois que l'État ne peut pas tout faire, parce qu'il y a un coût, effectivement, que l'État ne peut pas supporter. Le ministère de la Santé publique a un budget limité. Et il faut également savoir que les grands hôpitaux comme l'hôpital général, ce sont les hôpitaux qui ont une gestion autonome. Ça veut dire que quelle que soit la volonté du ministre de la Santé publique, le directeur de l'hôpital central, l'hôpital général, ce sont des patrons qui ne tirent pas leur autorité du ministre, donc ils ont une autonomie. Par contre, le directeur de l'hôpital des districts, lui, il est directement sous l'autorité du ministre de la Santé publique. Ça veut dire qu'en réalité, si le ministre veut avoir une forte influence, un impact, c'est aussi à ce niveau-là qu'il doit agir. Donc en réalité, il faut équiper nos centres médicaux, nos hôpitaux de district, et il faut absolument associer le privé. Moi, je suis un homme d'entreprise, donc je connais bien le secteur privé. Au Cameroun, on a des entreprises qui sont dans les télécommunications, dans le pétrole, qui exploitent l'or, le diamant, beaucoup de ressources du pays, et à qui on donne beaucoup de facilités, et qui ont des bénéfices énormes. Donc, en retour, elles peuvent effectivement financer, par exemple, des opérations, l'hôpital général, l'acquisition du matériel, et ça rentre même dans ce qu'on appelle la RSE, c'est-à-dire la responsabilité sociale et sociétale des entreprises. Donc en réalité, on peut leur faire payer pour des opérations de ce genre, pour l'acquisition, mais ça rentre effectivement dans un partenariat public et privé, puisqu'on ne va pas leur forcer, mais peut-être qu'on va leur proposer plus de facilités, plus de choses. Mais on vous est très proche du gouvernement, des membres du gouvernement. Est-ce qu'il vous arrive d'en parler? Il vous arrive de leur formuler de telles recommandations? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Bien sûr, j'ai discuté pas plus tard qu'avant-hier avec le ministre de la Santé publique, où justement je lui ai parlé de ce problème du coût des examens. Étant donné que la prise en charge coûte déjà cher, les médicaments, les opérations, il faudrait trouver un moyen d'annuler les frais d'examen. Parce qu'en annulant les frais d'examen, on encourage les gens à faire régulièrement des examens, donc on peut vite détecter. Or, parfois, les frais d'examen, c'est ça qui freine. C'est-à-dire que si on vous dit que l'échographie à 30 000 ou à 40 000, la personne va tourner pendant un mois ou deux, c'est énorme. Donc, si on peut annuler les frais d'examen, mais pour ça, il faut qu'on réfléchisse sur des stratégies où l'État peut se mettre ensemble avec les médecins, ensemble avec les entrepreneurs pour justement annuler ça. Mais je crois que l'État est sensible. Il faut juste proposer à l'État des projets. Et vous l'avez fait? Oui, effectivement. Que vous a répondu le ministre de la Santé publique? Le ministre de la Santé a dit qu'il est totalement d'accord. Il a même décidé de patronner le projet Africa Cardiac Care, qui va donc permettre aux gens de bénéficier d'un nombre illimité d'examens cardiaques et de cancers. On verra dans quelques mois. On verra effectivement si ces promesses sont des réalités. Le problème qui se pose avec le partenariat, parce qu'aujourd'hui, c'est une chanson, un partenariat privé-public, mais qu'est-ce qu'on met dedans? Qu'est-ce qu'on met dedans? Parce que
même quand le privé veut s'inviter dans le public, je peux vous garantir que les conditions ne sont pas du tout réunies. Alors, moi j'ai bien suivi le ministre parler lors de, je crois, de l'accident des Éclaki, où il parlait de partenariat public-privé. Qu'est-ce que ça veut exactement dire? Est-ce que ça veut dire que on accepte que les hôpitaux travaillent avec les banques? Est-ce que ça veut dire qu'on accepte que les hôpitaux qui est de médecins privés comme en France? En France, il y a des médecins privés qui travaillent à l'hôpital public, mais pour leur compte. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Mais il faut qu'on nous définisse ça. Et à partir de là, on saura si... parce que, détrompez-vous, hein, il y a des hôpitaux d'État ici qui sont des très grands hôpitaux qui n'ont pas le matériel de base. Je dis de base. Je ne veux pas citer, mais c'est une réalité sur le terrain. Donc, c'est quoi le matériel de base? Non, le matériel, quand une radiographie par exemple standard pour un hôpital, c'est basique. Mais vous trouvez encore des hôpitaux de très grand niveau qui n'ont pas cet outil. Ok. Alors, vous avez mis en avant les avantages de votre initiative, de votre technologie. C'est une technologie qui va faciliter justement le diagnostic, qui va contribuer à faciliter de façon significative le diagnostic. Mais docteur Zoudieu, à quoi ça sert de poser le diagnostic lorsque parallèlement, on n'a pas un plateau technique susceptible d'apporter une réponse concrète à ces différentes pathologies? Oui, merci Eric. Donc avant de faire ce commentaire-là, avec votre permission, je vais faire une petite remarque sur annuler le coût des examens. C'est-à-dire, c'est difficile, mais je pense qu'Arthur veut dire, en fait, il faut trouver un financement. Effectivement. Il faut trouver un financement des examens. Parce que les examens, excusez-moi, voilà. Il y aura toujours quelqu'un qui va payer. Mais comment faire basculer cela entre l'État et les grands acteurs économiques pour soulager les patients qui en ont besoin? C'est un peu ça. Exactement. Exactement. Donc, pour revenir à votre question sur le plateau technique, je dirais que, de mon point de vue, il faut rester très optimiste. Le plateau technique a énormément évolué et continue d'évoluer, peut-être pas à la vitesse qu'on aimerait, mais continue d'évoluer quand même tous les jours, continuer de changer tous les jours. Il faut poser les diagnostics, il faut les poser à temps. Une fois que les diagnostics sont posés, il faut qu'il y ait des centres de référence pour ces pathologies-là. On ne pourra jamais offrir... dans notre pays. Oui, il y a des centres de référence, même si on va dire que pour l'instant... on a la demande. Alors, peut-être pas pour les cas qu'on a vus sur le plateau, mais il y a des centres de référence pour certaines choses. Par exemple, pour la stimulation cardiaque, dont moi je suis spécialiste, ben oui, on peut poser pratiquement tous les pacemakers du Cameroun à l'hôpital général. La demande n'est pas énorme. Si on ne peut pas en poser à l'hôpital général, une partie peut être posée à Chisson et alternativement à Yaoundé. Donc voilà 3 pôles déjà, rien que pour gérer les problèmes de rythmologie. Donc si vous prenez, quelle que soit la spécialité que vous allez prendre, vous allez voir qu'il y a des micro-pôles. Ce qu'on aimerait, c'est que ces micro-pôles-là se développent assez rapidement pour devenir vraiment des méga-pôles. Et qu'on arrive à régler effectivement des questions comme ce qu'on a posé sur le plateau là, quand même au niveau du public et pas uniquement à Chisson. Et si on en règle à Chisson, eh bien, on peut penser à un mécanisme partenariat privé-public où le public dirait, par exemple, où le gouvernement dirait, pour tous les démunis qui vont à Chisson, eh bien, je paye 50% du coût d'intervention chirurgicale et les familles se débrouillaient pour trouver les 50% restants et ça permettrait que Chisson puisse continuer de fonctionner de façon durable. Parce que même si vous investissez et que vous avez cette technologie et que derrière vous n'atteignez pas un certain seuil d'utilisation, eh bien ces équipements-là aussi vont aller à la dérive. Et l'expertise technique aussi des médecins va aller à la dérive. Donc en fait, il faut entretenir. Alors finalement, on a le sentiment à vous écouter qu'il y a un parallèle entre la volonté de poser le diagnostic, ce qui est une bonne chose, et surtout la question des soins, l'accès aux soins, une fois que le diagnostic est posé. Il semble bien qu'il y a un gap assez important entre ces deux étapes-là, docteur Lombard. Oui, disons que les diagnostics, il faut les poser. Parce que les voisins qui tuent les voisines, les tantes qui tuent
les neveux, c'est parce qu'on ne pose pas les diagnostics. Un enfant meurt, on dit non, le voisin a très mal regardé hier nuit, c'est pour ça qu'il est mort. Non. Pour la science, il faut poser les diagnostics pour avancer. Maintenant, pour soigner, je pense, comme il a dit, il faut peut-être garder l'espoir. Il faut garder l'espoir, mais je continue de penser que on ne peut pas mettre un pôle de cardiologie à Chisson. Je continue à penser que un pôle de radio, c'est Douala ou Yaoundé. Peut-être Bafoussam, mais je ne sais pas comment on fait pour arriver à Chisson. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des goudrons qui arrivent là-bas. Il n'y en a presque pas. Voilà. Mais donc je pense que les gens... il y a une route. Oh, vous savez que c'est des malades, souvent sensibles, parfois il faut aller par hélicoptère. Ça, c'est un coût à part. Je ne sais pas si c'est intégré dans les 3,5 millions. Un patient qui a un problème cardiaque, qui va s'engager dans une route bitumée ou une route en terre battue, voilà encore d'autres problèmes. Peut-être son cœur va s'arrêter même avant qu'il se fasse soigner. Donc on ne peut pas faire l'économie d'un centre de référence de cardiologie à Douala. Moi, ce que je voulais par contre dire à notre ami, c'est que votre projet, je l'ai lu, c'est bien pour les gens qui sont éloignés. Et les gens qui sont éloignés, ce n'est pas Yaoundé, ce sont les gens qui sont loin. Et c'est eux qui doivent bénéficier. Parce qu'on a l'habitude dans ce pays de créer des choses et de les confiner. Non. Ou en faire un projet politique. Non. Votre projet est valable, mais je vous assure, c'est pour des gens qui sont à Kolofata et autres. Parce que c'est eux, il n'y a pas du tout de médecin là-bas. Avec un cardiopathe, on peut envoyer avec... Vous savez, à partir d'une périphérie, c'est-à-dire quelqu'un qui se trouve à 200 km, s'il a cet outil, eh bien, le médecin qui est à 200 km de lui peut aider. Donc, Yaoundé, on peut se déplacer rapidement. Donc, je pense que sur le plan stratégique, comme vous avez dit, il faut rapidement ouvrir la vanne pour que véritablement ceux qui en ont besoin à distance puissent bénéficier. Alors, et à ce sujet, vous venez de lancer l'Africa Cardiac Care, qui est en réalité une initiative qui permettra justement aux patients démunis d'avoir accès à cette technologie médicale à moindre coût. Mais par quelle alchimie allez-vous, je veux dire, quelle est la formule que vous allez employer pour améliorer le taux de pénétration de cette technologie et permettre que les populations des zones reculées du pays aient justement accès? La stratégie, elle est simple. Déjà, nous avons les cardiopathes sont, on va dire, en partie fabriqués au Cameroun. Dans l'entreprise qui produit les cardiopathes au Cameroun, nous n'avons pas de problèmes de production ou alors de maintenance. Donc, on identifie les hôpitaux qui sont les plus fréquentés dans les villages. Et donc, on implante un cardiopathe dans cet hôpital. L'hôpital reçoit, selon le programme, l'hôpital doit recevoir l'appareil gratuitement. Les patients doivent donc s'abonner. Et en réalité, quand le patient reçoit ses examens, que ce soit l'électrocardiogramme, la prise d'attention artérielle, la glycémie, toutes ces données seront rentrées dans le cardiopathe puis transférées au cardiologue qui va suivre le patient à distance. Notre stratégie, c'est également de travailler avec l'État. Parce qu'une fois que vous concevez déjà un projet de santé à échelle nationale, vous devez à tout prix travailler avec l'État. On travaille avec les médecins de district, par exemple, pour le déploiement dans le district de Djungolo à Yaoundé. On a commencé par contacter d'abord les médecins de district. On a organisé une réunion avec tous les directeurs des hôpitaux et des centres de santé de ce district de Djungolo, où on leur a présenté le projet. Ils ont adhéré. Ensuite, pour chaque hôpital de district, on a formé des infirmiers. On a fait une phase de test où pendant plusieurs mois, les hôpitaux ont pratiqué, parce qu'en réalité, le projet, on l'a lancé depuis le début d'année, mais on a d'abord laissé le temps aux infirmiers de pratiquer les examens régulièrement pour s'habituer. Et c'est donc une fois qu'on a été convaincu donc déjà de la capacité des infirmiers à faire les examens qu'on a déclenché le programme et qu'on a informé les patients. Donc on veut étendre le projet. Maintenant, sur le plan du financement, l'objectif au départ, parce que pour le moment la société Haimo Medical a préfinancé le tout grâce à la vente des cardiopathes, mais l'objectif c'est que l'État puisse contribuer, c'est-à-dire par exemple subventionner ces examens pour les patients les plus démunis, c'est-à-dire que sur les 28 000 francs, l'État peut encore décider même de payer 50% pour que le patient ne paie que 14 000 par an. Ça va encore permettre de vite détecter les maladies cardiovasculaires.
Et aussi, notre stratégie, c'est d'aller vers les entreprises privées. Je peux vous dire qu'il y a une entreprise, une multinationale qui fait dans le pétrole, qui exploite le pétrole au Cameroun, qui nous a contactés en nous disant que pour ses activités de responsabilité, vous devrez financer un tel programme pour aider les populations. Et donc nous, on part vers ces entreprises qui ont des moyens et on leur dit voilà un village de 10 000 habitants où le revenu mensuel est de 50 000. Ces personnes n'ont pas de l'argent pour faire des examens régulièrement. Est-ce que vous pouvez financer l'acquisition d'un cardiopathe pour eux? Et non seulement ça, des frais d'examen pour tous les 10 000 personnes. Mais quels sont les critères sur lesquels vous vous appuyez pour choisir les localités expérimentales? Jusqu'ici, vous êtes simplement centré dans la région du centre. En réalité, le centre, c'était juste une phase de décollage. Parce qu'en réalité, quand vous démarrez une phase pilote, vous choisissez un hôpital où c'est facile de déployer, où c'est facile de tester, où c'est facile de former les infirmiers. Ensuite, quand la phase pilote est validée, maintenant, vous recevez une autorisation du ministère pour étendre le projet. Et souvent, on croit que en réalité, les projets de santé publique sont tellement difficiles à déployer que pour chaque phase, il faut une évaluation. Et l'évaluation va maintenant vous donner lieu à une autorisation de vous étendre. Donc, en réalité, si ça ne dépendait que de nous, on se serait déjà étendu depuis très longtemps. Mais il y a des niveaux d'autorisation qu'on doit d'abord obtenir de la part du ministère. Et c'est pour ça que le ministère est très important et qu'on travaille en partenariat avec lui. Très bien. Alors, docteur Zoudier, nous allons rentrer dans la phase de recommandation au sujet de ces différentes pathologies. Comment permettre aux familles démunies, à l'image à l'instar de celles que nous avons reçues ce soir, comment leur permettre d'avoir accès aux soins de santé à moindre coût, quel que soit le type de pathologie? Parce que là, on a des familles qui ne savent véritablement pas par quel bout elles doivent aborder la prise en charge. Alors, je pense que la question que vous posez est double. C'est-à-dire, premièrement, au niveau de la prévention. La prévention est quelque chose qui doit s'appliquer à tout le monde et particulièrement aux personnes qui n'ont pas les moyens. Donc, dans les pays pauvres comme nous, voilà, la prévention est extrêmement importante. Ce qui suppose avoir une hygiène de vie à peu près appropriée, ce qui suppose ne pas s'exposer aux maladies cardiovasculaires, ce qui suppose à chaque fois que c'est possible profiter d'un dépistage qui permettra alors un diagnostic un peu plus tôt et permettra alors une prise en charge moins coûteuse. Une fois que les maladies sont diagnostiquées, eh bien, il faut traiter et le traitement c'est encore l'hygiène de vie. L'hygiène de vie, par exemple, si on vous dit simplement manger 3 fruits et légumes par jour, vous voyez que ce n'est pas offert à tout le monde. Si on vous dit voilà, pratiquer 5 séances d'activité physique par jour et que vous n'avez pas où aller courir, vous voyez que ce n'est pas évident. Donc le maire du coin qui aménage un espace où les populations peuvent aller jouer est en train d'investir pour la prévention cardiovasculaire, pour la santé de sa communauté. Vous voyez que ça dépasse de très loin le cadre des médecins. Une fois qu'on a posé le diagnostic, une fois que les diagnostics sont posés, on rejoint dans la question de l'hygiène de vie, des médicaments et des traitements instrumentaux, voire chirurgicaux qui peuvent être très lourds. À ce niveau-là, je ne pense pas que nous avons une solution miracle. Je pense que tous les pays passent naturellement par quelque chose qui est le financement de la santé. On peut l'appeler comme on peut l'appeler d'une façon ou d'une autre. Beaucoup l'appellent assurance maladie, mais tous les pays passent par ce niveau-là. Et c'est tant mieux qu'en ce moment, il y a toute une mouvance du ministère pour aller vers la direction de l'assurance maladie. Docteur Lombat, en guise de recommandation. Écoutez, moi je sors d'un département où pour faire une radio, il faut environ parcourir 55 km. Donc en ce sens, je pense que la télémédecine reste la solution. C'est-à-dire que si on avait un instrument comme le cardiopathe, pas seulement pour le cœur, mais aussi pour les autres spécialités, ça permettrait aux gens. Parce qu'en fait, quand vous parcourez 55 km, vous regardez seulement le transport, mais vous risquez votre vie.
parfois pour ne pas trouver le médecin sur place, parce que quand vous faites 55 km, vous n'êtes pas sûr que le médecin qui est à 55 km est là. Donc, la solution en Afrique, et c'est pour ça que je dis toujours que Internet est une chance pour l'Afrique. Vous partagez l'avis de Jacques Bonjao. Voilà, et c'est une chance. Et puis en plus que l'effort au Cameroun, parce qu'il faut savoir qu'ailleurs, le réseau n'est pas déployé comme au Cameroun. Donc si effectivement on donne les moyens aux entrepreneurs médicaux, sanitaires, de pouvoir développer ce type de technologie, c'est même là, je pense même que c'est la solution, parce que c'est des appareils miniaturisés, faciles à déplacer. Je vois, vous savez, c'est pour ça qu'ailleurs, il y a toujours, entre les ingénieurs, les médecins et les chercheurs, il y a toujours cette complicité, parce qu'ils se parlent pour trouver des solutions. Et aujourd'hui, pour avoir, comment dirais-je, si on pouvait créer un appareil qui permettrait la tuberculose, par exemple, c'est pas que quand on parle du cœur, la tuberculose est même plus dangereuse, et on la retrouve encore partout, avec la recrudescence, avec le VIH. Moi, je pense qu'il faut s'appuyer sur la télémédecine pour faire évoluer la médecine au Cameroun. Et je vais terminer avec la dernière expérience que j'ai vue en France, avec les AVC. Vous avez vu qu'aujourd'hui, avec les AVC, sur la base d'un cathéter, on peut aller aspirer un caillou qui est placé dans le cerveau. C'est-à-dire que vous faites un AVC, dans les 3 heures, on vous diagnostique, on vous pose un cathéter, on va diluer le caillou et on l'aspire. Vous voyez, c'est formidable. Et quand on pense à ça, on se dit, il y a encore du chemin à faire. Ok. Alors, nous sommes dans une émission, il faut le rappeler, à caractère social. Artisan, vous êtes patron d'entreprise. Alors, quelle est votre réponse aux cas sociaux que vous avez écoutés ce soir? Bon, déjà, à ce niveau, c'est le problème du financement. Donc, toutes ces 2 familles, je crois que le diagnostic a déjà été posé par plusieurs médecins différents. Donc là, maintenant, se pose le problème du financement. Et comme je le dis, ça doit être un partenariat public-privé. Nous, à notre niveau, en tant que directeur d'entreprise, comme je l'ai dit, nous rencontrons des entreprises à qui nous soumettons parfois des cas. On dit, voilà un village où les personnes n'ont pas assez de revenus, est-ce que vous pouvez financer les examens? On peut également présenter ce type de cas. Oui, ça vous l'avez dit. Je parle des cas concrets, des cas sociaux que vous avez écoutés c'est-à-dire que si l'État ne peut pas prendre en charge... Qu'est-ce que ces cas-là peuvent attendre de vous? Justement, ces cas peuvent déjà se rapprocher de nous pour bénéficier des examens quasi gratuitement chaque année. Nous, en tant qu'entreprise qui fait dans le social et dans le médical, on peut effectivement fournir des abonnements pour ces familles-là, pour qu'elles puissent faire les examens médicaux de manière illimitée et sans payer grand-chose toute l'année. Donc ça, ce serait une autre contribution. Au niveau du diagnostic, bien sûr. En réalité, le suivi est très important puisqu'il va falloir faire des examens envoyés aux cardiologues qu'ils interprètent pour voir si la situation a évolué. Maintenant, au niveau du traitement également, comme je l'ai dit, avec le projet que nous sommes en train de monter, nous rencontrons des entreprises, des bailleurs de fonds à qui on peut soumettre des cas très graves. Et leur dire, voilà des cas où vous pouvez financer une opération. En particulier, ça rentre dans la responsabilité sociétale des entreprises. Et donc présenter ce genre de cas. Mais comme les 2 médecins l'ont dit, vraiment, la prévention est très importante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la première chose qu'on constate au Cameroun, c'est quand même une mauvaise qualité de vie. Parce qu'il faut savoir que les 2 plus grands facteurs en réalité des maladies cardiovasculaires dont on parle, c'est l'alcool et le tabagisme. Or, au Cameroun, quelle est notre politique pour diminuer le taux d'alcool, pour diminuer le taux de tabagisme, pour amener les gens à consommer les fruits, les légumes? Il n'y a pas de politique. Pourtant, ce sont des choses qui permettent aux gens de s'éloigner des maladies cardiovasculaires. Deuxièmement, il faut régulièrement faire des examens parce que, comme on l'a dit, c'est souvent après un accident. C'est-à-dire quand il est déjà trop tard qu'on détecte la maladie, est-ce qu'il y a une politique qui est mise sur place pour encourager les gens à faire des check-ups chaque année, tous les 6 mois, ce genre de choses. Donc je crois qu'il y a également un gros travail de pédagogie à faire. Et actuellement, nous sommes en train de proposer au ministère de la Santé publique, dans le cadre du projet Africa Cardiac Care, un ensemble d'agents mobiles de sensibilisation de maladies cardiaques, c'est-à-dire qui iraient dans les quartiers
organiser des campagnes pour éduquer les populations sur le mode de vie à adopter, sur les choses à éviter pour pouvoir s'éloigner des maladies cardiovasculaires. Parce qu'une fois qu'on a détecté la maladie, en réalité, ça devient un traitement à vie. Et nous qui faisons souvent les campagnes dans les villages, la première chose qu'on remarque, c'est que c'est très difficile de changer son mode de vie. C'est-à-dire, une fois qu'on détecte une maladie à un papa, j'ai assisté à une scène comme ça au village de Mbankomo, où on avait détecté une maladie à un monsieur. Le cardiologue lui a dit, voilà, tu dois arrêter le sel, tu arrêtes le piment, tu arrêtes l'alcool. Alors vous dites, c'est un monsieur qui a 30 ans de 33, comme le disait, comme le disait un chanteur, bon, d'arrêter directement. Ça devient très difficile. Par contre, quand on détecte très vite, on peut demander à la personne de rectifier un peu la trajectoire avant qu'il ne soit vraiment accro. Absolument. Et donc, tout à fait. Alors, docteur Zoudier, pour sortir, que doivent faire les parents qui nous écoutent ce soir pour éviter de telles pathologies chez leur progéniture? Alors, je dirais que les cardiopathies congénitales en elles-mêmes, en dehors de quelques situations comme les mariages consanguins qui peuvent exposer à ça, la plupart des cardiopathies congénitales, on ne connaît pas véritablement les causes. Ce qui est extrêmement important à ce moment-là, c'est donc en fait le diagnostic anténatal. Et une fois que l'enfant est né, le diagnostic le plus précoce possible pour pouvoir être pris en charge. Mais au-delà des cardiopathies congénitales, je crois que le message, l'un des messages les plus importants doit rester le message de prévention cardiovasculaire. Et à ce niveau-là, plus tôt on s'y prend, mieux ça vaut. On doit dès l'enfance éduquer les enfants à avoir des habitudes de vie saines. Un papa qui fume à la maison expose son fils à fumer plus tard. Éviter bien évidemment l'alcool comme Arthur le disait tout à l'heure, encourager la pratique de l'activité physique, penser à certaines maladies qui sont acquises au cours de la vie, comme par exemple les cardiopathies rhumatismales dont on n'en a pas parlé, qui sont des atteintes des valves cardiaques suite à des angines qui ont été mal soignées. Voyez-vous, donc les parents doivent être aux aguets des angines pour pouvoir les traiter assez précocement, éviter que les enfants évoluent vers des complications cardiaques qui vont toujours coûter extrêmement plus cher. Et ce n'est vraiment que grâce à ça qu'on va arriver à avoir des adultes sains. Donc mon message le plus important, c'est qu'il faut éduquer les enfants très tôt, parce qu'un enfant qui est bien éduqué sur le plan des maladies cardiovasculaires, ce sera très probablement un adulte sain et ce sera un adulte qui va contribuer au développement économique. Autrement, si on ne fait pas ça, eh bien, on risque d'avoir beaucoup d'adultes malades et avoir peu de chances de se développer. Très bien. Alors, merci pour vos différentes analyses. Vous ne partez pas. Nous franchissons un autre palier de cette émission. Il s'agit d'un autre cas assez pathétique, triste, avec des images à la limite choquantes, mais qui valent la peine d'être projeté puisqu'il s'agit d'une question de vie humaine qu'il faut sauver aujourd'hui. C'est un cas pour lequel nous travaillons depuis plusieurs mois, depuis plusieurs semaines. Je propose de revivre le quotidien de cette famille juste derrière. Nous faisons le point avant de sortir. À tout de suite. Le jour se lève à peine dans la capitale économique du Cameroun. Nous sommes à Douala. L'équipe de regard social, sous l'œil de la caméra du chef opérateur Samuel Toufa, est déjà sur le terrain des cas sociaux. Pour cette autre découverte, l'équipe se rend au quartier Mboko, à un jet de pierre de Mbanga Pongo, dans le 3e arrondissement de la ville de Douala.
Micheline Kamga occupe un studio, chambre-salon. Elle partage cet espace avec sa fille et son voisin de lit. Qu'est-il arrivé à cette femme âgée de 31 ans aujourd'hui? Ma maladie a commencé quand je vendais au marché. Je suis rentrée le soir du marché, arrivée à la maison. La nuit, ça a commencé, le pied a commencé à chauffer. Le lendemain, ça a commencé à enfler. Le lendemain, je suis allée à l'hôpital. Ils m'ont demandé de rentrer. Ça va finir progressivement. Je suis rentrée avec maintenant, je suivais les remèdes qui m'ont prescrit et les injections. Même comme ça, rien du tout. La plaie est finie et le pied est resté. Micheline était donc une commerçante à l'époque. Elle gagnait paisiblement sa vie, jusqu'au jour où le mal déclenche. Les multiples déplacements effectués par cette dame ont donné lieu à une diversité d'appellations de sa maladie. Quand je suis allée à l'hôpital, ils m'ont dit que c'est les fantaisies. Ils ont fait d'autres examens et puis m'ont encore dit que c'est un microfilet qui est dans le sang. Voilà ce qu'ils m'ont dit là-bas à l'hôpital. Et depuis c'est là comme ça, là, je n'ai même pas d'argent pour soigner. Je n'ai même pas d'argent, je ne sais plus comment faire. Au jour le jour, ça ne fait que s'augmenter, comme vous voyez là. Ça ne fait que s'aggraver, ça pourrit. Je suis dépassée. Micheline passe ses jours presque enfermée à la maison. Au-delà de la douleur qui la traumatise, fait également l'objet des moqueries. Toute tentative de sortie en public donne lieu à tout genre de commentaires. Quand les gens voient mon pied, chacun dit sa part qui pense dessus. On dit que oh, peut-être tu as mangé l'argent de quelqu'un avant qu'il t'a fait ça, d'un homme avant qu'il t'a fait ça. Chacun dit sa part qui peut penser sur ça. Mais moi, je sais que je vendais au marché. Je suis rentrée, mon pied a commencé. Quand chacun voit, ils disent, mais c'est Dieu seul qui a le dernier mot de ma maladie. Et les gens disent que ça effraie, que mon pied les effraie. Ils ne font que parler, ils disent que je veux déjà mourir. On dit que oh, elle était allée chercher ça. Oh, ça va, c'est mal à tuer du genre que c'est là, on ne peut plus guérir ça. Sa masse corporelle et le poids qu'elle traîne à sa jambe droite lui impose une certaine gymnastique pour traverser le seuil de sa porte. Entends les cris de mon cœur qui implore ta bienveillance. Fais tomber mes offenses, fais lire sur moi ta face. De mes lèvres impures au grand roi, oh oui j'ai péché contre ta loi. Et mes crimes et mes fautes éternelles, tu peux les effacer, Seigneur. Purifie mon cœur. Pour calmer la douleur, Micheline est obligée de poser le vernis, une sorte d'occupation accessoire. Quand je prends le vernis, ça m'essaie d'oublier un peu la douleur de mon pied, parce que ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal déjà que je n'arrive même pas parfois à parler même. Donc quand je prends le vernis, quand ça me fait un peu de ne pas réfléchir, de ne pas trop pleurer par rapport au pied, parce que ça fait tellement mal. Et là où je suis comme ça, là, je mets comme ça. Parfois, je laisse même, je continue toujours à pleurer. Quand je fais comme ça, c'est pour essayer d'avoir quelque chose, d'avoir que ça me distrait un peu. Ça m'enlève un peu le stress pour ne plus trop réfléchir. Parce que ça me rappelle l'ancien temps, quand j'avais mes 17 ans, 21 ans. Et depuis que le pied ici a commencé comme ça, là, ça me fait toujours réfléchir, ça me fait pleurer. Je passe mes journées à pleurer, 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 pleurer. Ce précieux service, agrée nos sacrifices, par le sang de ton Fils Jésus, Père, oublie nos iniquités. Elle a bénéficié d'une Bible depuis bientôt 1 an.
La parole de Dieu qu'elle lit, dit-elle, la console. Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, au sein d'Israël, nous te le prions. Les témoins de Jéhovah, ça fait 1 an qu'ils sont venus me donner la Bible, c'est là que je lis de temps en temps et que je lis, je prie, je prie parce que Dieu va exaucer mes prières, que j'essaie de lire ça souvent. Brice est le bailleur de la mini-cité. Le processus de location du studio à Micheline n'a pas été un long fleuve tranquille. Quand elle est arrivée ici, il y a cela 2 ans et demi, au moment où Razel avait cassé la route. On les a cassés. Et là, elle a cherché la maison pour louer. Ils sont donc arrivés ici. Son mari est d'abord venu, il a rassuré le studio. Et bien après, elle est venue. Quand elle arrive, donc, bon, nous, on a constaté son mal qu'elle avait. C'était difficile au début de vivre avec elle, très difficile. Parfois, quand elle nous appelait, moi particulièrement, quand elle m'appelait même, pour entrer chez elle, j'avais cette crainte parce que je voyais son pied, ça me donnait une frayeur, je veux dire. Qui m'effrayait, bon, je n'avais pas encore vu un truc de ce genre dans ma vie. C'était la première fois que je vois quelqu'un dans un tel état. Et je me disais à un moment c'était contagieux et j'avais peur de l'approcher, oui, il était contaminé. Même quand elle m'appelait, elle a constaté ça elle-même. Parfois quand je l'ai entrée chez elle, elle me donnait une paire de babouches de porter. Bon, par la grâce de Dieu, j'ai eu le courage de l'affronter et je me suis adapté avec elle. Je vis au quotidien avec elle comme ma grande soeur, comme toute personne naturelle et je l'aide quand il faut. On a noué une relation qu'on est devenu comme une famille ici. Mais ça n'a pas été du tout facile. Au fil des jours, Brice est classé parmi les personnes qui donnent des coups de main à Micheline. Tout comme Honorine, une autre locataire de cette mini-cité, elle avoue avoir développé une sorte de solidarité pour aider à sa manière cette femme malade et qui peine à se mouvoir. Quand je l'ai trouvée, elle m'a fait part de sa maladie. Et vraiment, ça m'a beaucoup touchée. Chaque matin, quand je veux marcher, il faut qu'elle la salue. Je demande, tu as besoin de quelque chose? Elle me dit, oui. Je prends son argent, je fais son marché. À notre niveau, bien sûr. Des fois, quand j'ai fini de cuisiner, je demande, tu en as besoin? Elle me dit, oui. Je lui sais à manger, tout comme elle donne aussi à mes enfants. Vraiment, on vit bien ici avec elle. Ça m'a vraiment touchée. Vraiment, ça m'a vraiment touchée. C'est pas beau à voir. Le premier contact avec elle, ce n'était pas facile. Vu de son état, ça m'a effrayée. Il fallait vraiment qu'une personne de son état ne peut pas vivre comme ça là. Il faut que je l'aide à chaque moment où elle a besoin de moi. Vraiment, ce n'est pas facile. Micheline est désormais l'ombre d'elle-même. Le côté sentimental de sa vie est relégué au dernier rang de ses préoccupations à cause de la maladie qui la traumatise. J'ai déjà tout oublié. Tout ce qui me fait réfléchir maintenant, ce n'est que ma santé, ce n'est que mon pied. Côté sentimental, même rien. Je ne réfléchis plus par rapport à ça. Tout ce qui me fait réfléchir, me fait penser, me fait pleurer tous les jours. Ce n'est que ma santé. Ce n'est que ma santé. Si je pouvais ne serait-ce qu'avoir ma santé. C'est tout ce qui me fait réfléchir maintenant. Côté sentimental, côté je ne pense plus à rien. Mon mari, il est tellement gêné par rapport à ma santé. Il se pose des questions, qu'est-ce qu'on va faire par rapport, il est gêné, il ne sait plus comment faire par rapport à ça. Quand je me mets à pleurer, il me dit, reste tranquille, Dieu va faire le miracle un jour et ça va aller. Il est tellement gêné par rapport à ma santé aussi. C'est mon quotidien, je passe mon temps à pleurer, à réfléchir par rapport, je ne sais plus comment faire. Le mal qui terrasse Micheline Kamga est préoccupant. Elle fait partie, selon des experts, des maladies qui touchent un bon nombre d'Africains. Et comme qui dirait, nul n'a le droit de vivre heureux tout seul.
Micheline, comme vous le savez, est un cas qui nous préoccupe depuis plusieurs semaines déjà, mais nous restons convaincus qu'ensemble, nous pouvons trouver une solution à cette pathologie assez sévère, assez curieuse, assez impressionnante. Alors tout de suite, nous allons faire le point des différentes contributions enregistrées à notre compteur durant la semaine avec Irène Tembe qui est avec nous. Bonsoir madame. Bonsoir Eric. Alors, quelles sont les contributions enregistrées à notre compteur? Les différentes contributions enregistrées depuis le 15 juin 2017 sont les suivantes. Couple Sonkwe, 5 000 francs. Cécile TD, 30 000. Un donateur, 2 000 francs. Fernand, 6 000 francs. Bienfaitrice, 2 500. Madame Wabo, 4 850. Evelyne, 1 500. Jonas de Bahanté, 2 000. Ebodé, 500. Alvin, 500. Willy de Lorpom, 10 000 francs. Rimbe Dombel, 5 000 francs. Une auditrice de Radio Equinox, 500 francs. Dieucam, 500. Dengue, 10 000 francs. Djae, 5 000 francs. Bellingan Dongo de Marois, 2 500. Famille Guénan, 5 000 francs. Rachel, 24 650. Famille Photo Patrick, 5 000 francs. Une âme de bonne volonté de Bonabiri, Carrefour Musique, 20 000 francs. Tala Moïse de Yaoundé, 13 000. Elvis Bonoré Kouete, 3 000 francs. Une chrétienne, 2 900. Langay Emma, 5 000 francs. Famille Wansi Priso, 10 000 francs. Un chrétien sensible, 1 000 francs. Kene, 1 000 francs. Ngobamba, 1 000 francs. Une chrétienne, 10 000. Famille Dormo Diofak, 2 500. Tanye, 1 600. Le Fokem, 10 000 francs. Une bienfaitrice du Gabon, 10 000 francs. Une chrétienne de Malangay, Corinne de Hapi, 2 500. Une chrétienne, 2 500. Un bienfaiteur de Bonamou Sadi Denver, 2 500. Une bienfaitrice de la Cité Sikh, 5 000 francs. Teroun Abouden Stéphanie, 2 500. Ndiki, 2 000. Taben Dondi, 7 500. Djanko Franck Olivier, 1 000 francs. Yanini Junior Brice de Fumban, 1 000 francs. La famille Papa Pierre Kemeni, 10 000 francs. École catholique L'Ami de Jésus de Bonamou Sadi, 10 000 francs. Un bienfaiteur de Douala, 3 000 francs. La famille Ange Kamsou en Allemagne, 100 000 francs. Une bienfaitrice de Bonaloka, 5 000 francs. Lango Joseph, 2 500. Flavien Donkou, 25 000 francs. Ce qui nous donne au total un montant de 4 452 116 francs CFA. Voilà, grâce à vous, nous atteindrons certainement l'objectif et les cas de la semaine dernière. Oui, nous avons à la suite le cas social de Mamouda depuis le 15. Le couple Sonkwe, 5 000 francs. Cécile TD, 30 000. Une bienfaitrice de la Cité Sikh, 5 000 francs. Fernand, 5 000. Kameni Valérie, 2 500. Une bienfaitrice, 2 000 francs. Une bienfaitrice, 2 500. Alvin, 500. Willy de Lorpom, 10 000. Madame Kouanye, 2 500. Rimben Dombelek, 5 000 francs. Madame Gobo, 3 000 francs. Docteur Youssouf, 5 000 francs. Bellingan Dongo de Marois, 2 500. Famille Photo Patrick, 5 000 francs. Rachel, 24 650. Famille Wansi Priso, 10 000. Un chrétien sensible, 1 000 francs. Ayala Paul, 5 000. Famille Dormo Diofak, 2 500. Tanye, 1 600. Gombamba, 1 000 francs. Le Fokem, 10 000. Une chrétienne de Malangay, Karine de Hapi, 2 500. FFD, 5 000. Une chrétienne, 5 000. Un bienfaiteur de Bonamou Sadi Denver, 2 500. Une bienfaitrice de la Cité Sikh, 5 000 francs. Théoum Abouden Stéphanie, 2 500. Tabé Dondi, 7 500. Un bienfaiteur de Niala Pariso, 5 000. Olivier Sokoudjou, 500. Famille Papa Pierre Kemeni, 10 000 francs. École catholique L'Ami de Jésus de Bonamou Sadi, 10 000 francs. Un bienfaiteur de Douala, 3 000. Une bienfaitrice de Bonaloka, 5 000 francs. Lano Joseph de Bayangam, 2 500. Flavien Donkou, 25 000. Madame Nana, 4 850. Ce qui nous donne pour le compte de Mamouda un total de 5 754 700 francs CFA. Le reste de contribution, ce qui reste à contribuer est de 7 245 300 francs CFA. Voilà, n'hésitez plus à apporter votre contribution à nos numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran.
avec bien sûr la possibilité pour vous de nous écrire également par tous les canaux des réseaux sociaux. Vous aurez évidemment une réponse, quelle que soit la préoccupation, évidemment qui vous tient à cœur. Donc sans plus attendre, nous recevons sur ce plateau une association, l'association Gentlemen de Deido, qui a un émissaire sur ce plateau, un gentleman, justement, Monsieur Mba Wafolot. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Eric. Voilà, bienvenue sur le plateau de Regard Social. Vous êtes le commissaire aux comptes adjoint de votre association. Vous êtes sur ce plateau parce que porteur d'un message, lequel? Oui, chers téléspectateurs de Equinox, bonsoir. Moi, je suis commissaire aux comptes de l'association Gentlemen de Deido. Alors, le président était empêché. Je suis venu par la part du président et je venais pour donner notre support par rapport à ces jeunes enfants qui sont frappés. Nous suivons le programme tous les jours. Vraiment, ce cas-là nous a tellement inquiétés. Par ailleurs, dans les années antérieures, nous, on donnait les dons dans des orphelinats. Mais ce cas nous a vraiment frappés. Alors cette année, nous avons décidé vraiment de donner ces dons plutôt au regard social, au programme d'Equinox. Et vous contribuez pour quel cas? Nous, on contribue pour ces deux enfants qui ont le problème de cœur. Voilà, merci. Il s'agit d'une contribution d'une valeur de 100 000 francs CFA. Voilà. Alors, merci pour cette contribution. Vous aussi, vous pouvez agir comme l'association des gentlemen de Deido. Ce sont de vrais gentlemen qui sont altruistes, qui ont pensé à autrui, qui ont pensé à leurs semblables, qui ont pensé à ces enfants naïfs, innocents, qui n'ont pas demandé à porter cette croix. Donc, faites comme eux, n'hésitez pas. Les numéros s'affichent au bas de votre petit écran. Vous avez désormais toutes les possibilités, tous les canaux pour justement nous joindre, formuler vos recommandations, apporter vos contributions, vos suggestions et pourquoi pas proposer des sujets que vous aimeriez voir abordés dans cette émission. Eh bien, je voudrais ici dire merci à tout le public qui est venu très nombreux ce soir vivre l'émission avec nous en direct sur le plateau de Regard Social. Merci également à l'équipe qui m'a accompagné dans la préparation de cette émission. Merci aux experts. Arthur, merci et bon retour à Yaoundé. Merci également à vous, docteur Zoudier. Merci au docteur Lombat et à l'ensemble des équipes qui m'ont accompagné dans la préparation de cette émission. Nous aurons le plaisir de vous retrouver jeudi prochain à la même heure, s'il plaît à Dieu, si Dieu le veut. Mais ne l'oubliez surtout pas, ne l'oubliez jamais. Nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Contribuez à donner du sourire à ces Camerounais qui en ont besoin. Vous aurez posé un acte digne dans l'histoire du Cameroun. Merci pour votre aimable attention. Nous aurons le plaisir de vous retrouver dans quelques jours. Bonsoir.